vais essayer de vous raconter ce que sont ces ruches d'étoiles, ces ensembles d'étoiles qui naissent, vivent, meurent ensemble, que sont les galaxies. Donc je vais surtout, en une demi-heure, c'est impossible de couvrir la diversité du sujet sur l'évolution des galaxies. Donc je vais en fait me focaliser sur quelques mystères, et surtout un mystère, celui de la croissance en masse, comment les galaxies se forment et comment elles acquièrent leur masse pour être les galaxies qui se forment aujourd'hui. Et puisque l'exercice, c'est de se projeter un petit peu dans le temps, eh bien, je vais me poser la question, je vais faire un exercice qu'on appelle un exercice de prospective en recherche, où on essaye de dégager les questions scientifiques qui vont être les questions scientifiques qui vont nous occuper dans les 20 prochaines années. Donc, mystère et challenge, ça va être vraiment le fil rouge de cette présentation. Alors là, j'ai une petite dédicace à Sébastien qui, quand on a fait ensemble un Pint of Science ensemble, il a présenté cette diapo pour introduire les galaxies et je la trouve très très bien, donc je lui ai piqué cette diapo parce qu'essentiellement, ce qu'il faut réaliser quand on parle de qu'est-ce que sera la recherche en évolution dans l'évolution des galaxies dans 20 ans, il faut réaliser qu'en fait, en un siècle, on a fait la recherche en évolution et en formation des galaxies, et notamment on est passé d'une vision où il y a pratiquement un siècle, on ne connaissait finalement qu'une galaxie, la nôtre, la Voie lactée, et aujourd'hui, on sait que ces galaxies, comme vous l'a montré Sandrine dans sa conférence sur les grandes structures, aujourd'hui, l'univers possède à peu près 2 milliards de galaxies qui sont interconnectées entre elles par cette trame cosmique de matière noire. Et je vais essayer de vous montrer comment cette trame cosmique influe sur la formation et l'évolution des galaxies puisqu'elles sont interconnectées entre elles. Et ça complique énormément ces recherches de prendre non pas uniquement l'évolution d'une galaxie en elle-même, mais sa connexion à son environnement, puisque son environnement a un impact sur sa formation et son évolution. Et ça a été vraiment un gros changement de paradigme en 100 ans, qui a complètement bouleversé en fait, notre manière de regarder et d'étudier la formation des galaxies. Alors ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée, vue depuis l'hémisphère sud, que vous avez tous, je pense, observé par une belle nuit noire. Et quand vous le savez, quand on zoome sur une toute petite partie du ciel avec le télescope spatial Hubble, eh bien finalement, on voit sur une toute petite portion du ciel, ce que vous voyez là, c'est une image à très très longue pause. Ça veut dire qu'on a intégré plusieurs centaines d'heures, voire plusieurs milliers d'heures de temps de pause. Et ce que vous voyez là, eh bien, ce ne sont quasiment que des galaxies. Sur cette image qu'on appelle le champ profond d'Hubble, on voit à peu près 15 000 galaxies. Ici, vous n'en voyez que quelques-unes, en fait. Mais on voit à peu près 15 000 galaxies dans une toute petite région du ciel. Et ça a été vraiment un bouleversement. Et l'autre chose que vous voyez sur cette image, c'est l'extraordinaire diversité des galaxies. Diversité de formes, de couleurs, de distances, que l'on ne voit pas sur cette image, mais que l'on peut déduire de l'étude par effet Doppler, où on peut mesurer la distance des galaxies. Donc essentiellement, en fait, si je veux prendre un petit peu du recul sur les deux grandes questions qui animent les scientifiques maintenant, mais qui vont les animer dans les 20 ans à venir, il y a essentiellement deux grandes questions qui ont déjà été abordées finalement dans plusieurs des conférences que vous avez vues et qui ont été faites aujourd'hui. C'est comment on est passé d'un univers relativement très homogène à un univers extrêmement complexe, hétérogène, avec beaucoup de vide, mais aussi beaucoup de structures. Donc comment cette formation des structures, cette formation des galaxies, ces galaxies qui contiennent des étoiles, donc pour comprendre comment se forment des galaxies, il faut comprendre comment se forment des étoiles et un ensemble d'étoiles qui vivent ensemble, les planètes, etc. Donc une croissance de la complexité qui est vraiment une des grandes questions. Et puis l'autre question que je ne vais pas aborder, mais qu'est-ce qui a donné naissance à ces conditions initiales que l'on voit avec Planck, que vous a décrit Karim aujourd'hui. D'accord ? Donc cette diversité, finalement, comprendre l'évolution des galaxies, c'est essentiellement comprendre cette diversité. Diversité
de luminosité, de masse en étoile, de tout un tas de paramètres physiques. La taille, ce qu'on appelle la brillance de surface, c'est un petit peu technique, mais c'est l'émission diffuse des galaxies. Le rapport entre la masse de gaz et les étoiles, tous ces paramètres physiques, eh bien, si on veut comprendre aujourd'hui dans un modèle physique les galaxies, il faut être capable d'expliquer ça. Et ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que c'est extrêmement dur de le faire dans les modèles. Et je vais vous montrer les limites des modèles et ce qui va nous projeter et nous animer dans les 20 ans à venir. Donc cette diversité, l'astronome Hubble, dans les années 1920-25, a commencé à classifier ces galaxies et à identifier plusieurs formes, plusieurs morphologies de ces galaxies. Vous voyez qu'il y a des galaxies qui sont plutôt rondes, qu'on appelle galaxies elliptiques, qui ressemblent à des sphères. Et puis des galaxies spirales, des galaxies qui ont de la structure, où il y a des barres, une diversité de formes qui sont liées à leur évolution. Et le challenge, c'est encore une fois de comprendre, est-ce qu'il y a une séquence chronologique là-dedans? Est-ce qu'on peut déduire de la morphologie de ces galaxies qui nous renseignerait sur leur processus de formation? Alors là, je vous dresse un tableau un petit peu général, et je vais donc revenir à qu'est-ce que c'est qu'une galaxie. Alors, ça, c'est la taille d'une galaxie, hein, c'est beaucoup de kilomètres. Vous le voyez, c'est à peu près 100 000 années-lumière. Ça, c'est la galaxie M101, pour les astronomes amateurs qui connaissent bien cette galaxie. C'est une galaxie spirale qui ressemble à notre Voie lactée. Nous, on pourrait être là. Notre Soleil, il est à peu près à 2/3 du centre. On est en banlieue de galaxies. On voit déjà, sur cette image, beaucoup de choses. On voit des régions plus bleutées, qui sont des régions d'étoiles en formation, des étoiles plus chaudes, qui viennent de naître, en fait, et qui émettent plutôt dans de la lumière bleue ou violette, ou ultraviolette. Donc des étoiles des régions de formation d'étoiles, des jeunes étoiles, je vais y revenir sur ces processus de formation, et puis une région au centre avec plutôt une émission qui est plutôt rouge, orangée, où les étoiles ont perdu une certaine quantité d'énergie. La température baisse, c'est une façon assez simple de le dire, mais la lumière se décale un petit peu vers le rouge, et donc on a une population d'étoiles qui est plus vieillissante. Donc rien qu'avec une image de galaxie, on est capable de voir qu'une galaxie, ce n'est pas quelque chose d'homogène, et au sein de cette galaxie, les étoiles évoluent et font évoluer cette galaxie. Donc, ce que je vous ai dit en introduction, c'est qu'il y a non seulement des processus d'évolution internes à la galaxie, mais aussi externes à cause de cet environnement extérieur dont je vais parler par la suite. Sur une image comme ça, et ça nous renseigne sur des processus de formation et d'évolution des étoiles. Alors, Jean-Philippe m'a volé un petit peu cette citation. Hein, dans le domaine public. Voilà. Et en fait, une galaxie, ce n'est pas qu'un amas d'étoiles. La plupart d'entre vous le savent, je pense, mais aussi du gaz, de la poussière. Et je vais y revenir, cette poussière, elle est fondamentale. On la voit ici sur les régions sombres. Ce sont des microscopiques grains de poussière qui absorbent le rayonnement des étoiles, qui le réémettent dans l'infrarouge. Et ces poussières sont en fait clés pour comprendre la formation des étoiles. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Et puis, bien sûr, beaucoup de matière noire. 80% finalement de la masse des galaxies, dans le modèle cosmologique de matière noire, eh bien 80% de la masse, c'est de la matière noire. Donc cette galaxie, elle est englobée dans un halo qui fait à peu près 100 fois la taille de cette galaxie, un halo de matière noire. Donc ces galaxies évoluent dynamiquement et chimiquement. Et en fait, ce qui est magnifique dans ces images, cette image de ce qu'on appelle la whirlpool, la galaxie du tourbillon, on voit cette magnifique galaxie spirale, et cette fois en interaction avec une autre galaxie. Donc c'est une grosse galaxie qui est en train d'en manger une petite. Et là-dessus, on a rajouté sur une image dans le visible, où on voit l'émission dans la gamme de longueur d'onde que peut observer votre œil, on a rajouté en rosé l'émission des étoiles qui naissent. Et ce que vous voyez, l'émission H-alpha pour les plus spécialistes, de l'hydrogène ionisé,
Donc c'est du rayonnement ionisant qui provient des étoiles. Et ce que vous voyez, c'est qu'essentiellement, là où il y a des bras spiraux, donc là où il se passe quelque chose dynamiquement, là où le gaz se compresse, pour former une étoile, il faut comprimer le gaz, il faut le chauffer pour le comprimer, pour commencer à allumer les réactions thermonucléaires et former des étoiles. Et ce qui est intéressant, c'est que ces galaxies évoluent dynamiquement parce qu'il y a une certaine cinématique, un mouvement d'ensemble qui déclenche la formation des étoiles dans les bras spiraux. Et pas seulement, quand on voit une interaction comme ça, une fusion de galaxies, eh bien on s'aperçoit que cette dynamique d'ensemble influe sur un déclenchement de formation d'étoiles extérieures, dû à un effet dynamique extérieur, et c'est ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de gaz dense qui se forment, et des futures étoiles. Donc il y a des perturbations gravitationnelles qui aussi influent sur l'évolution des galaxies. Donc tout ça pour vous dire qu'une galaxie, c'est quelque chose qui évolue dynamiquement et chimiquement, et finalement, une galaxie, c'est une machine à recycler de la matière. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce que les étoiles se forment à partir de nuages qui sont riches en molécules, pour que ces nuages puissent se refroidir, se comprimer, puis se chauffer. Ces nuages sont riches en poussière, ça forme des régions de formation d'étoiles. Certaines d'entre elles explosent en supernova, ça chauffe le gaz, ça enrichit en éléments lourds le gaz, donc ça ionise le gaz, et puis ensuite ce gaz se refroidit. Donc grosso modo, les flèches rouges, ça chauffe, les flèches bleues, ça refroidit. Et finalement, il y a un cycle. Ce gaz, il devient ce qu'on appelle neutre en physique, et puis ensuite les molécules se forment, etc., etc. Et donc, une machine, une galaxie, c'est une machine écologique, c'est quelque chose de très green, puisque ça recycle la matière interstellaire pour former des étoiles, et donc ça évolue chimiquement. D'accord ? Alors, il n'y a pas seulement, je vous ai dit, une évolution interne, mais aussi une évolution externe, et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Sandrine vous a déjà présenté ça, c'est que ces galaxies, eh bien, on sait qu'elles sont connectées, elles sont interconnectées sur une toile cosmique de matière noire, et le challenge aujourd'hui, c'est d'expliquer comment elles évoluent dans ce contexte cosmologique, sur une trame cosmique où le gaz, eh bien, coule le long de ces filaments et s'assemble. Finalement, ma petite recette pour former des galaxies, elle est extrêmement compliquée, puisqu'il faut passer je vous l'ai dit en introduction, de conditions relativement homogènes, avec toutes ces structurations en matière noire, jusqu'à homogène riche en galaxies. Et puis là-dedans, quand on fait des modèles numériques sur ordinateur, il faut ajouter la physique, toute cette physique que je vous ai décrite avant, l'enrichissement en métaux, la formation des étoiles, le refroidissement. C'est extrêmement complexe. Il faut ajouter la dynamique, la magnéto-hydrodynamique, la physique des plasmas, etc., etc. Tout un tas de processus microscopiques sur quelque chose qui va influer sur quelque chose de macroscopique, la taille d'une galaxie. Et c'est ça aujourd'hui, peut-être le challenge qui va nous occuper pendant les 20 prochaines années, c'est celui-là. C'est d'être capable de relier la microphysique à la macrophysique d'évolution des galaxies. Alors, je vous ai résumé sur un schéma extrêmement simple la formation des galaxies. D'accord ? Donc là, c'est la partie simple de l'exposé. Ça va se compliquer hein, après par la suite, rassurez-vous. On commence des conditions initiales cosmologiques. La carte de Planck que vous avez vue, que vous avez présentée Karim, et puis on essaye finalement d'expliquer par tout un tas de processus physiques pourquoi on a des galaxies rondes, des galaxies avec des bulbes, des bras spiraux, etc. Évidemment, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais vous voyez que c'est extrêmement complexe. Et le challenge aujourd'hui, c'est de comprendre tous ces processus physiques, et tout ça pour vous dire qu'on n'y connaît pas grand-chose en fait. Parce qu'on ne connaît pas très bien comment les échelles se couplent et comment les processus physiques se couplent. Alors, ma vision simple, c'est celle-là. Et c'est pour ça que je t'ai dit que j'étais un spécialiste. C'est que, pour moi, si je veux résumer la formation, c'est simple. Je vous ai dit que les étoiles se forment à partir de gaz, et donc si on veut comprendre comment se forment les galaxies, il faut comprendre quelle quantité de gaz j'ai dans mon réservoir. Donc, ma galaxie, c'est ma baignoire. Et cette baignoire, elle est alimentée par ce qu'on appelle l'accrétion gravitationnelle.
le gaz qui coule le long de ces filaments de matière noire dont vous a parlé Sandrine, sur ces grandes structures. Donc il y a un robinet. Ce robinet, c'est ce qu'on appelle l'accrétion cosmologique. Le gaz tombe dans pour parler scientifiquement, le potentiel gravitationnel de la galaxie, c'est-à-dire ça tombe dans un puits et ce gaz se comprime et forme des étoiles. Mais il y a des processus qui éjectent le gaz. Ces processus et qui consomment ce gaz. C'est la formation des étoiles. Les étoiles se forment à partir de réservoirs de gaz, donc ça consomme une partie du gaz à l'intérieur. Et puis, les étoiles, les supernovas explosent, les trous noirs supermassifs au centre éjectent de la matière, donc il y a une partie qui coule en dehors de ces galaxies. Et la question scientifique que vous voyez aujourd'hui dans encore beaucoup de propositions d'observation, de propositions pour quand on veut faire des demandes de sous, etc., dans le domaine d'évolution des galaxies, c'est celle-là. Ces trois questions, connaître combien il y a de gaz qui coule dans le réservoir, comment les étoiles se forment et quelle est la quantité de gaz éjecté, c'est peut-être les trois questions qui vont nous occuper pendant les 20 prochaines années encore. Donc, il faut connaître, il y a des fauteurs de troubles. Des fauteurs de troubles, c'est l'éjection de ces étoiles, c'est combien il y a de gaz qui coule en dehors, qui est éjecté en dehors de ce bain galactique. Et je trouve cette image magnifique, c'est la galaxie Centaurus A. Cette image, elle est magnifique parce que sur cette image, on voit presque tous les processus. On voit la formation des étoiles dans le disque par de la lumière brillante, ici. On voit les poussières interstellaires qui absorbent le rayonnement, donc qui tracent aussi cette formation stellaire. Et il y a un trou noir supermassif au centre, et on devine tous ces jets de gaz. Et le gaz bleu, c'est du plasma qui émet en rayon X, donc qui est détecté par le satellite Chandra de la NASA, donc degrés. Donc c'est du plasma ionisé, et en orange, c'est du gaz extrêmement froid. Et aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas comment du gaz très froid coexiste avec du gaz très chaud. Et on ne sait pas quelle quantité de gaz exactement est éjectée en dehors de ces galaxies. Donc il y a de l'accrétion, il y a de la consommation du gaz par les trous noirs, il y a des flots à grande échelle, il y a de la turbulence, il y a tout un tas de processus physiques, et je trouve cette image extraordinaire parce qu'on peut résumer toutes les questions scientifiques qui nous animent sur cette image. Donc, la première chose qu'il faut faire pour former une galaxie, c'est d'assembler de la matière. Donc, je vous ai dit qu'une galaxie, il y a un halo autour. Les scientifiques qui ont été faits d'assemblage des galaxies, c'est un effondrement monolithique de gaz avec de la matière noire. Et aujourd'hui, on sait que ce modèle où les premiers grumeaux se compactent, commence à former des étoiles, on forme ce qu'on appelle un sphéroïde, puis un disque, eh bien ces modèles ont été développés jusque dans les années 2000, et on sait aujourd'hui que ces modèles sont partiellement corrects parce que les simulations sur ordinateur, et Sandrine vous les a montrées, eh bien, montrent aujourd'hui que ce qui alimente en gaz les galaxies, ce sont ces filaments. Donc ça, ce n'est pas une image, c'est une image simulée par ordinateur, c'est une des premières images qui a montré ces filaments froids. Donc là-dessus, sur ces simulations de matière noire, on a ajouté le gaz et vous voyez ces filaments bleus qui alimentent au centre ces galaxies. Alors, dans les simulations qu'on fait à l'IAP, un peu de cocorico, on peint sur les simulations de matière noire, on ajoute de la matière, du gaz, de la poussière, on est en train de travailler là-dessus, et vous voyez que quand une galaxie se forme, eh bien, il y a ces bulles de gaz chaud dont je vous parlais, l'éjection de gaz qui éjecte beaucoup de gaz chaud dans l'univers, qui ionise, et le challenge, c'est de comprendre, est-ce qu'on a tout compris des observations? Donc je vais passer là-dessus. Si je vous montre ça c'est la distribution des galaxies. Nous, on est au centre, et on regarde la position des galaxies dans l'univers. On est au centre, et on fait un relevé qui mesure la distance. Chaque point sur cette image, c'est une galaxie dans l'univers proche. D'accord ? Vous voyez des filaments, on devine des filaments, on devine des vides, un petit peu comme ce qu'on voit dans un ordinateur. Il y a un des panneaux qui est une observation et un des panneaux qui est une observation. Et si je vous demande laquelle est laquelle, ça ressemble énormément. Donc le succès de ces modèles
que je vous ai présenté, il est extraordinaire. On est capable de reproduire à moins d'1% près la distribution des galaxies dans l'univers. C'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on a tout compris? Donc la réponse, c'est celle-là, pardon. Je vais un petit peu vite. Les observations sont en bleu, les simulations sont en rouge. Ça ressemble extrêmement bien et statistiquement, ça ressemble encore mieux. Est-ce qu'on a tout compris? Eh bien non, la réponse est non. Et la difficulté sur laquelle je vais me focaliser maintenant, c'est celle-là. Le problème qu'on a dans ces modèles, c'est qu'on produit trop de galaxies. On produit trop de petites galaxies, on produit trop de grosses galaxies. Et c'est ce que j'ai essayé de résumer ici. Ça, c'est le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité. Et vous voyez que les observations sont là et la théorie est là. Donc la théorie est au-dessus des observations à faible luminosité. Il y a beaucoup de petites galaxies de faible luminosité. Il y a très peu de grosses galaxies. Donc on produit trop de galaxies. On produit trop de matière dans les galaxies. Et le challenge, c'est de comprendre, vite, il faut les mettre au régime, ces galaxies. Qu'est-ce qui les met au régime? On ne sait pas encore très bien expliquer ce mécanisme. Peut-être que les supernovas sont responsables de ça, peut-être que les trous noirs supermassifs qui expulsent ce gaz sont responsables de ça, et on ne sait pas. D'accord? Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça les questions qui vont nous animer dans les prochaines années. Quelle est la formation des premiers objets après le Big Bang? Est-ce que ce sont les étoiles, les trous noirs, les galaxies, autre chose? Comment croissent ces galaxies? Quelle est l'action des trous noirs sur leur contenu en gaz? C'est vraiment quelque chose qui excite les scientifiques aujourd'hui. Et comment les étoiles se forment-elles? D'accord? Je passe là-dessus. Un des télescopes on va se projeter un tout petit peu dans le futur, un des télescopes qui va, on l'espère, faire des progrès là-dessus. Donc là, je suis en train de vous parler un petit peu de futur. C'est un télescope qui est en construction, qui s'appelle le James Webb Space Telescope. C'est présenté un petit peu comme le successeur du télescope spatial Hubble. C'est un télescope monstrueux qui fait la taille d'un terrain de tennis, donc la taille d'une maison, hein, essentiellement, qui fait 7 mètres de diamètre, le miroir, qui est déployable dans l'espace, devrait être lancé vers 2021. Et ce télescope, il a été construit, il a été pensé juste après le lancement du télescope spatial Hubble, parce qu'on s'est vite rendu compte, quand on a pris la première image que je vous ai présentée, l'image où on voit toutes ces galaxies, ce champ profond d'Hubble, on s'est vite rendu compte qu'Hubble, parce qu'il observait dans l'optique, eh bien, à cause du décalage vers le rouge, à cause de l'effet Doppler, entre guillemets, lié à la lumière, décalage vers le rouge de ces galaxies qui sont très distantes, eh bien, Hubble ne les voyait pas, les premières galaxies. Il faut observer dans l'infrarouge, et c'est ce que va faire ce télescope. Donc ce télescope, vous voyez la taille de ce télescope, ça c'est une maquette à l'échelle du télescope, c'est absolument monstrueux. Construction, enfin, qui est fini d'être construit, qui est en test aujourd'hui. Donc vous voyez le miroir qui est formé de panneaux hexagonaux et qui va se déployer dans l'espace. D'accord ? Vous voyez ici la séquence de déploiement. Je ne vais pas vous détailler ce télescope, mais c'est ce qui va se passer. Peut-être un des bonds en avant observationnels pour étudier les premières galaxies et comment elles se sont formées. Ce sera peut-être ce télescope qui va permettre d'observer ces galaxies très faibles en luminosité et donc d'étudier le gros de la population des galaxies. Finalement, il y a beaucoup de petites galaxies, très peu de grosses galaxies. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec les télescopes, ce sont essentiellement les grosses galaxies. Donc c'est un projet complètement fou et de l'Agence spatiale européenne qui a construit une partie des instruments. C'est un projet complètement dingue et on espère que ça va apporter des réponses là-dessus. Où est-ce qu'on en sera dans 20 ans? Je vous fais ça en 1 minute. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans 20 ans. Là, je vous parlais avec James Webb du futur très proche, dans quelques années. Donc j'ai essayé de me dire qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans. Ce qui est sûr, c'est que dans 2040, on aura plein de télescopes au sol de la taille de 20-40 mètres. Regardez l'échelle. Ça, c'est des camions ici. C'est l'échelle d'un camion. Donc il y aura des télescopes qu'on appelle Extremely Large Telescope. Il y aura le télescope de 30 mètres construit par les États-Unis, etc. Ce sera l'âge d'or. Ces télescopes vont normalement être en service et vont être à leur pleine puissance en 2040. Donc on s'attend à des révolutions. Ce sera un bond en avant observationnel.
Mais pour connaître ce qui se passe en 2040, je me suis dit, il y a un site intéressant qui est medium.com. Et vous allez voir que le futur est extrêmement brillant en 2040. Il vous dit que le gouvernement va contrôler tout. Il y aura des caméras d'intelligence artificielle dans la rue qui vont vous reconnaître, qui vont savoir ce que vous allez penser, etc. On ne pourra plus dire ce qu'on pense, etc. Il y aura la guerre civile. Donc c'est assez sympa ce qui nous prévoit pour 2040. D'accord ? On ne mangera plus évidemment de viande, on mangera, etc. Je vous conseille d'aller voir ce site, c'est assez sympa. L'apocalypse, le MIT en 1973 a prédit l'apocalypse en 2040. Dans les années 70, le MIT a aussi publié un truc comme quoi on ferait les premières images de trous noirs vers 2020. Pas mal. Mais aussi, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est qu'en 2040, on trouvera de la vie extraterrestre. D'accord ? Donc en 2040, voilà ce qu'on publiera. Enfin, en 2040, les simulations reproduiront les observations. D'accord ? En 2040, il y aura une équipe de l'IAP finalement qui aura expliqué les observations. Le CNRS aura viré tous les chercheurs qui travaillent sur l'évolution des galaxies, évidemment. On apprend aussi des trucs intéressants. Alors, les gens qui ont contribué à cette simulation sont des gens que vous avez vus lors de ces conférences, qui ont pris quelques rides, bien sûr. Les gens se reconnaîtront, ce sont des jeunes gens aujourd'hui à l'IAP. Moi, j'ai pris un petit coup de vieux aussi, ça fait un peu peur. Voilà, quelques collègues qui se reconnaîtront. Alors, il y a des projets dingues, je vais finir là-dessus. Il y a des projets absolument fous qui prévoient des lancements vers 2040. Pardon, je vais revenir là-dessus. Est-ce que ça se lance ? Ouais, 2040. On pense déjà au successeur du JWST, qui s'appelle l'UVOIR, un télescope de diamètre qui remplacera Hubble, qui sera évidemment capable de voir la vie extraterrestre. C'est comme ça qu'on vend les missions à la NASA. C'est un projet, vous voyez, qui est hérité du télescope spatial. Peut-être capable de voir ce qui se passe autour des trous noirs supermassifs pour vraiment étudier notamment combien il y a de gaz éjectés. Donc c'est vraiment des questions qui sont dans les propositions scientifiques de ce télescope. Il y a aussi des projets dingues dans les mêmes échelles de temps, 2000, où pour voir ces noyaux actifs de galaxies qui sont extrêmement brillants, eh bien c'est comme les exoplanètes, il faut masquer l'objet ponctuel très brillant. Et donc, il y a des projets absolument dingues où on va déployer des pétales dans l'espace qui vont bloquer la lumière. Et donc ça, ce sont des missions qui sont designées pour faire des exoplanètes, pour observer des biosignatures d'exoplanètes. Mais on pourrait imaginer, en 2040, 2050, utiliser ça pour bloquer la lumière des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, pour voir ce qu'il y a autour de ces trous noirs. Et je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Pierre. Donc, est-ce que vous avez des petites questions ? Merci, bonsoir. Sur les grands télescopes que vous montriez, on voit qu'ils déploient à chaque fois leur antenne, mais en dessous, ils ont l'air de déployer, je ne sais pas quoi justement. Est-ce que c'est une voile, un écran anti-lumière, une protection, des panneaux solaires ? Alors oui, ce qu'on voit essentiellement sur notamment l'UVOIR, là, sur cette simulation, et c'est la même chose sur le télescope James Webb. En fait, ces télescopes, parce qu'ils observent dans l'infrarouge, même si tu mets ce télescope très loin de la Terre, donc James Webb va être envoyé au point de Lagrange numéro 2, James Webb ne va pas être en orbite comme l'était Hubble, mais va être en orbite autour du Soleil à 1,5 million, contrairement à Hubble qui était à 500 km. Donc même si tu envoies ces télescopes très loin, ils sont quand même chauffés par le Soleil. Et si tu observes dans l'infrarouge, tu sais peut-être qu'il y a de l'émission thermique, tu détectes l'émission en fait du corps qui chauffe, et donc tu détecterais l'émission du miroir lui-même, du télescope lui-même. Donc il faut
Ces panneaux que tu vois là, ce sont en fait des boucliers solaires qui filtrent le rayonnement solaire. C'est essentiellement ça. Il faut protéger le télescope du rayonnement solaire parce que ça chauffe beaucoup, même à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ça chauffe beaucoup. Et en fait, il y a une différence de température d'à peu près 200 degrés. Il fait moins 80 degrés Celsius, moins 80-90 degrés Celsius de ce côté-là du miroir, et il fait presque 200 degrés de l'autre côté. Et ça, c'est pour protéger le télescope du rayonnement solaire. Et ce sont des films de plastique, un plastique spécial, qui sont déployés, et c'est la même technologie qu'emploie le télescope James Webb. Oui. Pardon ? On a déjà mis des trucs en orbite dans ce point de Lagrange, comme le télescope Planck, par exemple, ou le télescope Herschel. Oui, donc ça, c'est pas un problème, on sait faire. Ouais. Oui. Vous êtes passé rapidement sur plein d'explications au niveau des grandes structures. Qui ont été expliquées à 20h, j'imagine, c'est ça? Moi, je n'étais pas là à 20h. Je pense que j'étais pas là. Je voulais savoir si vous pouviez juste. Je crois que Sandrine est. Sur certains points. Alors, Sandrine saura beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux savoir du coup sur les photos que vous avez montrées, enfin, les simulations des grandes structures au début, alors, avec l'agencement de la matière, des galaxies, tout ça. Réexpliquer rapidement peut-être. Alors, ces grandes structures. Elles naissent, ça c'est une simulation sur... Donc les images que j'ai montrées sont des simulations de particules de matière noire, des particules qui interagissent uniquement par la gravité. Et en fait, ce qu'on fait dans un ordinateur, et en un mot, pour résumer de manière ultra simple, on prend les conditions initiales vues par Planck, donc ce fond diffus cosmologique, ces petites fluctuations de densité de matière, et on laisse évoluer ces particules de matière noire à partir de ces conditions initiales. Et ce qu'on voit sur un grand volume d'univers, chaque petit point ici est une galaxie ou un amas de plusieurs galaxies. Donc on regarde vraiment les grandes échelles, au-delà de l'échelle d'une galaxie. Et ce qu'on appelle grande structure, ce sont ces grands filaments, cette structure filamentaire. On dit souvent que ça ressemble à un réseau de neurones. C'est pas faux. Ce que je disais, c'est que toutes ces galaxies, la plupart de ces galaxies sont interconnectées et on appelle grandes structures ces grands filaments de matière noire, parce que ça, c'est uniquement de la matière noire. Et ce qu'on suppose dans ces modèles, c'est que le gaz, donc la matière qui nous compose, la matière ce qu'on appelle baryonique, qui forme les étoiles, est associée à cette matière noire. Parce qu'essentiellement, il y a de la gravité. Donc là où il y a de la gravité, le gaz tombe. Donc c'est ça les grandes structures, ce qu'on appelle grandes structures. Structure à l'échelle du mégaparsec ou plus. Pierre, tu as une autre question ici. Bonsoir. Sachant que l'univers est en expansion et que les galaxies s'éloignent, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, déterminer le centre de l'univers, si jamais il y en a un. Alors ça, c'est une bonne question qu'on trouve souvent. Il n'y a pas de centre. Jean-Philippe pourra répondre beaucoup mieux que moi à cette question. Ah mais moi, je ne travaille pas ce soir, donc je suis désolé. Mais essentiellement, il n'y a pas de centre de l'univers. Tout simplement parce que l'univers, c'est la trame de l'espace-temps lui-même. Et donc, tu ne peux pas définir un centre à partir du moment où l'univers est défini comme la trame de l'espace-temps et son contenu. Donc, il n'y a pas de centre. On a souvent la fausse image physique que le Big Bang provient d'un point initial qui s'étendrait cette image est fausse physiquement. Parce que l'univers lui-même est l'espace-temps. Pas mal, c'est bien. Sébastien, des questions sur Internet? Réfléchissez à vos questions. Oui, beaucoup de questions des 290 personnes qui sont encore éveillées par une magie que je n'explique pas. Je suis très touché. Donc on a à fond, qui est vraiment à fond. Y a-t-il un trou noir au centre de chaque galaxie? Est-ce obligatoire à sa formation? Non, alors la réponse est non. On sait aujourd'hui que dans les petites galaxies, qu'on appelle les galaxies naines, il n'y a pas forcément un trou noir.
Donc on sait qu'au centre de notre galaxie, il y a un trou noir, qui s'appelle Sagittarius A. Et donc la réponse est non. Le trou noir, ce n'est pas une condition nécessaire à la formation d'une galaxie, mais à partir du moment où une certaine masse entre en jeu, eh bien, on forme nécessairement ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Donc la plupart des galaxies en ont, mais pas toutes. Et ce qu'on appelle les galaxies naines, en général, n'en ont pas. Alors, deuxième question du live qui nous vient de Multivers, qui nous demande qui va lancer le James Webb Space Telescope? C'est quel pays et avec quel lanceur? Alors, le James Webb, c'est un télescope qui est vraiment une collaboration internationale. Donc, on peut dire l'Europe qui va le lancer, puisque c'est l'Europe qui fournit le lanceur, c'est Ariane 5. Mais en fait, le James Webb, la partie du miroir que je vous ai montré, les panneaux solaires sont construits par une boîte américaine. Les instruments, la plupart des instruments, donc la caméra infrarouge, le spectroscope infrarouge sont construits par l'Europe. Une des caméras infrarouges est construite par les États-Unis, donc c'est une collaboration. Il y a aussi l'Agence spatiale canadienne qui contribue à un instrument, donc c'est une collaboration internationale, et ça va être lancé depuis Kourou par une Ariane 5. Alors, une autre question de Esther Gagné qui nous demande pourquoi, au-delà d'une certaine taille, les galaxies deviennent-elles elliptiques et cessent d'être spirales? Alors ça, c'est une question assez difficile. Aujourd'hui, le mécanisme de formation d'une galaxie elliptique est toujours débattu. Et la chronologie de formation de ces galaxies elliptiques est extrêmement mal connue. Donc on a souvent dans l'idée que deux galaxies spirales, quand elles fusionnent, forment une elliptique. L'inverse est aussi vrai dans certains modèles. Donc l'œuf et la poule, c'est un peu cette question-là qu'on se pose dans cette histoire, et on ne connaît pas bien la réponse, en fait. La formation de ces galaxies sphéroïdes, on pense qu'elle intervient plus tard. On pense que les fusions de galaxies quand même participent beaucoup à la formation de ces elliptiques. Donc c'est en général des galaxies qui forment un disque spiral et qui ensuite forment des galaxies elliptiques. C'est le scénario le plus courant. Sébastien, tu prends encore une sur Internet et puis j'en ai une ici. Avec grand plaisir. Dernière question qui nous vient de Bobby Boulon, qui nous demande, puisqu'on est capable d'évaluer la masse de la matière noire constituant une galaxie, ainsi que le volume dans lequel elle se situe, on connaît donc la masse volumique de la matière noire, non? Non? Ouais, c'est pas faux. En fait, le volume de l'univers, on le connaît assez bien. On connaît son âge, donc on connaît, entre guillemets, sa taille. Donc on connaît, en fait, avec une extrême précision, la densité volumique. Elle vient tout simplement du modèle que vous a présenté Karim, ce modèle cosmologique standard où il y a une composante de matière noire froide. On connaît extrêmement bien sa densité. On connaît son contenu en matière, on connaît son volume, donc on connaît extrêmement bien sa densité, à 1% près dans le cadre de ce modèle. Ça ne veut pas dire que ce modèle est vrai, mais c'est un modèle qui reproduit extrêmement bien les données, et en fait, cette densité volumique, on la connaît à 1%, voire pratiquement 1 pour 1000 près. C'est phénoménal. On fait de la cosmologie de précision, en fait. Ouais. Bonsoir. Donc déjà, je voulais vous remercier pour cette présentation. Et ensuite, je voulais revenir sur ce que vous avez dit à plusieurs reprises, en particulier lorsque vous faisiez la métaphore avec le modèle de la baignoire et donc l'agression gravitationnelle. Vous évoquez les différents modèles d'éjection du gaz, et donc vous parlez de supernova. Et ce qui est un peu plus surprenant, c'est que vous parlez de trous noirs, parce qu'on a plutôt tendance à entendre que les trous noirs sont du coup des objets célestes qui absorbent toute matière. Et du coup, je voulais savoir comment vous expliquez l'éjection pour les trous noirs. Est-ce que c'est un lien, par exemple, avec la théorie des trous de verre, par exemple? Alors non, ça n'a pas tellement de lien avec les trous de verre, mais c'est une excellente question. En fait, un trou noir, on sait, c'est un objet qui accrète, qui absorbe de la matière. Mais en fait, avant que la matière passe dans l'horizon de ce trou noir, il se passe la formation de ce qu'on appelle un disque d'accrétion. C'est que pour que la matière entre dans ce trou noir, tu as fait un peu d'études de physique,
il y a ce qu'on appelle un moment cinétique, d'accord? Et il faut évacuer ce moment cinétique. Alors, en termes simples, ça veut dire qu'une partie de l'accrétion est transformée en rotation du gaz, et cette rotation du gaz près du trou noir fait qu'il y a la vitesse entre deux points est très différente. Différentiel du gaz, il y a frottement. Et s'il y a frottement, la matière s'échauffe fortement. Donc, en fait, quand la matière tombe sur le trou noir, ça forme ce qu'on appelle un disque d'accrétion, où la matière est extrêmement chaude, extrêmement brillante, et ce disque d'accrétion forme un jet. On ne sait pas très bien. On pense que le champ magnétique a beaucoup à faire là-dedans, c'est-à-dire qu'on collimate le gaz quand il tombe. La matière est en rotation tellement rapide qu'avec le champ magnétique, ça éjecte la matière pour évacuer ce qu'on appelle ce moment cinétique. C'est un peu technique, mais en tout cas, il faut que la matière s'éjecte nécessairement. Et c'est ça que l'on invoque pour expliquer le fait que en fait, la matière s'éjecte près du trou noir. La matière du disque d'accrétion. Donc ça veut dire que cette éjection se fait seulement en périphérie du trou noir et pas en son cœur. Exactement. Donc une partie de la matière tombe, mais beaucoup de matière, et on ne sait pas quel pourcentage, c'est une des questions, est éjecté. Bon, merci à tous pour vos questions. Merci encore à Pierre pour son exposé et ses réponses. Et c'est donc le moment cinétique pour évacuer quelques dessins, c'est ça? Si j'ai bien compris ton explication. Dessins qui nous viennent aujourd'hui, alors pour cette session de Thibaut Roy, de Mélanie Laborde et probablement d'autres dessinateurs cachés. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Hein? C'est moi qui les commente? Ouais. Super. Parce que je sais lire. Ah ouais, c'est moi. Alors on a un premier dessin, aucune sélection. On ne comprend pas très bien l'idée de l'artiste. On va y arriver lentement, tout va bien. De toute façon, on est là toute la nuit. Hein. Fantastique. Alors, on a un premier dessin avec des moutons de l'espace qui nous font bé, comme tous les moutons de l'espace, avec une fusée qui fait OK, un troupeau de la nébuleuse de la laine. Alors, on a un Dark Vador de Thibaut qui nous fait et ma lointaine galaxie très lointaine à moi, où qu'elle est? Un dessin de Guillaume Monin qui nous fait alors où mon micro marche pas et hop, 5 minutes de gagné. Une galaxie boule, une galaxie spirale et puis une galaxie what the fuck. Une galaxie, ce sont des étoiles et donc du gaz. Et je ne vais pas faire le bruit. La famille Galaxie, maman et papa nébuleuse, avec une bébé Galaxie. C'est choupissime. Alors, c'est toujours la même chose. On prend un bain galactique et le téléphone sonne. Une machine à recycler de la matière. Et ouais, je suis écolo, moi. Un dessin de Guillaume Monin. Tu fais quoi? J'observe Whirlpool. J'en connais une autre qui t'attend. Oh.
Subtil. Alors, je vous ai fait un petit schéma tout simple de la genèse d'une galaxie. Sadique. Le mec qui pense qu'à taquet. Pour faire une galaxie, du gaz, des gaz et de la matière noire, rien de plus simple. Voilà un scientifique qui donne son corps pour la science. Et je refuse toujours de faire l'onomatopée. Des filaments de gaz arrivant sur la galaxie. On fait la course ou bien... Vous pouvez me dire ce que je fous là? Se demande le chat de la présentation. Les trous noirs, c'est vaches qui pètent de l'espace. Meuh. Prout, prout, prout. Meuh. 2040, on va tous mourir. J'ai hâte, d'après Matt Groening. J'ai une question. On dit bonsoir ou bonjour à cette heure-ci? C'est vital, non? Et c'est tout pour ce round de questions. De dessins. Merci à tous.